Bonjour, bienvenue sur PP World. D'abord un grand merci pour le score de mes premières réponses à la fac 2017. C'est un super score, je suis super content. Je me dis tiens, il y a du monde. Et bien voici la fac 2. Voilà, la réponse à la fois en question numéro 2. On va se balader de pays en pays, s'amuser ensemble. C'est tellement bien. Allez, go, on y va. Dans cette foire aux questions que j'ai lancée comme un fou récemment, il y a des questions qui sont revenues en permanence en me demandant des trucs sur le MP3, mais toujours le même truc. Est-ce que si j'ai un fichier MP3, est-ce que si je le transfère sur autre chose, un autre container, donc du Wave, du FLAC, du PCM, de la LAC ou je sais pas quoi, est-ce que mon fichier MP3 devient meilleur ? J'ai déjà répondu à cette question. Le MP3 reste du MP3. Vous pourrez le mettre dans un fichier Wave, FLAC ou tout ce que vous voulez, ça restera un fichier MP3. Car quand vous avez compressé, enfin quand quelqu'un l'a fait à votre place, a compressé un son et l'a mis en MP3, que ce soit en 128, oulala, en 256, oulala, en 320, oulala quand même, et bien à ce moment-là, la compression a créé des dégâts. Et quand la compression a créé des dégâts, c'est totalement irréversible. C'est-à-dire qu'un fichier MP3 restera un fichier avec des caractéristiques MP3. Par contre, bien sûr, il y a des tas de matériel qui permettent d'essayer de récupérer ça. C'est-à-dire qu'il y a des tas de circuits qui permettent de dire, ouais, numériquement, on va inventer des choses qui compensent toutes les pertes du MP3. Ça reste qu'une compensation qui n'est pas une compensation naturelle. Mais ça peut être sympa à l'oreille. Voilà. Donc pendant que le petit train de l'amour passe à côté de moi, je vous dis que bon, si vous avez du MP3, si vous l'écoutez, si vous êtes content, continuez, mais vous ne pourrez pas le sauver. Est-ce que je fais des rencontres abonnés? Vous pensez bien, si j'avais le temps, j'irais vous voir un par un. D'abord pour vous remercier de me suivre, parce que c'est quand même pas évident d'arriver à suivre Gogolito. Mais c'est un problème de temps, vous avez votre vie, j'ai ma vie, j'arrête pas de bouger. Je suis un véritable globe-trotter et je tourne et je tourne et je tourne. Le meilleur moyen d'arriver à se voir, c'est souvent les salons, c'est-à-dire la Val Virtual, le Paris Games Week, les salons qu'on peut faire ou les reportages que je peux faire en province. De toute façon, je dis toujours où je suis. Là, je suis à New York et j'ai laissé des messages sur Twitter disant je suis à New York et ce week-end, je vais rencontrer des followers ici à New York. L'idée, c'est que quand même avec Internet, c'est merveilleux. Internet, ça fait tomber les barrières entre les gens, les endroits et autres. Vous dites t'es quelque part, tiens, t'es là, tiens, on essaie de se voir. Voilà. L'idée, il faut essayer d'arriver au moment où vous êtes à l'endroit où je suis et vice versa. Vous avez compris? Voilà. Et si ça ne tenait qu'à moi, bien sûr que j'essaierai de vous parler parce que c'est tellement cool quand on arrive à se parler. Vous êtes là, vous arrivez devant moi. Oh là là, mais qu'est-ce que t'es petit, qu'est-ce que t'es vieux, qu'est-ce que t'es maigre. Ouais, merci. Ciao. J'ai déjà répondu plein de fois à la question, mais vous la reposez à chaque fois, donc je réponds, parce que c'est normal de vous répondre. Quel smartphone utilise-je ? Eh bien, je l'avais déjà expliqué, je ne suis pas quelqu'un qui va dire « Oui, Android c'est mieux que iOS et iOS c'est mieux que Android et machin et trucs ». Non, j'utilise les deux système d'exploitation. J'utilise, j'ai eu le S6, le S7, je vais avoir le S8 et j'ai également l'iPhone 6, l'iPhone 7, je suis ravi. J'utilise beaucoup le S6 et le S7 parce que je peux faire comme ça, regardez, oh, une double capture, oh, Wunderbar. Je ne peux pas trop le faire avec l'iPhone, donc j'utilise beaucoup les S6 et S7 pour les photos et les vidéos. Voilà, c'est un truc que je fais beaucoup, mais j'utilise également iOS. Voilà, vous savez tout. Dès qu'il s'agit de musique en balade, quels sont les matériels que j'aime mettre sur les côtés de mes oreilles? Il existe en effet plusieurs types de matériel. Il y a les écouteurs, voilà, qu'on place là mais qui ne rentrent pas dans le conduit auditif. Il y a les intras qui rentrent dedans. Il y a les casques qui sont donc qu'on appelle les supra-auriculaires. Ils s'appuient ici. Donc voilà, ils s'appuient sur l'oreille. Et il y a les circum-auriculaires qui sont autour de l'oreille. Alors moi je teste tout ça. Sachez, moi, avec autant de plaisir, c'est pas un problème. Par contre, je suis pas du tout à l'aise ni avec les intras ni avec les écouteurs. Je suis assez à l'aise avec les supras, globalement. Mais ce que je préfère, c'est les circum-auriculaires. Donc le casque qui vient s'appuyer ici, qui vous touche absolument pas à l'oreille. Parce que l'idée, moi, c'est que j'aime bien avoir les oreilles qui sont un petit peu libres. En plus, j'ai des oreilles décollées, comme ça, faut pas y toucher. Faut pas toucher à mes oreilles. On les laisse libres, on pose un truc par-dessus qui ne s'appuie pas complètement dessus, mais sur le crâne. Voilà, c'est ce que je préfère. Mais c'est totalement personnel. Vous faites ce que vous voulez, hein. Ah, question légitime, mais faut pas charrier quand même, ok? Est-ce que le téléviseur c'est fait pour les vieux?
Alors bien sûr, quand on regarde maintenant ce qui se passe, on s'aperçoit que les gens sont devant des smartphones, des phablettes toute la journée pour regarder des programmes, des vidéos et autres. Mais attention, le téléviseur, c'est autre chose. Le téléviseur, c'est un spectacle large, c'est un grand écran, donc c'est pas pour une seule personne, c'est pour beaucoup de gens. En fait, quand le téléviseur est très rassembleur, ça peut être à table avec la famille, ça peut être des amis. Voilà, le téléviseur est une notion de rassemblement devant la lucarne. Ce qu'on ne peut pas avoir avec un smartphone ou une phablette, on ne peut pas être 10 devant. Donc les gens qui me posent la question de savoir si le téléviseur est un truc pour les vieux, vous êtes juste des égoïstes quoi. Vous n'avez pas de famille, pas de life. Non, je rigole. La question est légitime, on peut se poser la question. Pour moi, le téléviseur va continuer à rester tant qu'il y aura plusieurs personnes qui auront envie de voir un beau programme sur un écran large, géant. Pour voir un film, on ne va pas le regarder comme ça sur un truc à 4,7 pouces. Non, il faut voir un film, il faut le voir sur un écran de téléviseur ou bien sur un vidéoprojecteur avec des amis autour, avec de la famille. Pas tout garder pour soi. Voilà. Allez, c'était ma petite réponse comme ça, voilà. Non, c'est pas fait pour les vieux, non, c'est pas fait pour les vieux, c'est pour tout le monde. Question qui revient souvent et même très souvent, différence entre ce qui est écran AMOLED et écran OLED, donc écran OLED et téléviseur. Alors on risque de vous surprendre, ou j'ai des mauvaises informations, ou c'est la même chose. C'est-à-dire que les téléviseurs OLED fonctionnent parce qu'il y a bien sûr des diodes auto-émissives OLED qui sont des diodes organiques qui sont adressées avec une matrice active, ce qu'on appelle justement Active Matrix. Et justement, l'AMOLED, c'est la même chose, c'est-à-dire Active Matrix OLED. Alors, si vous voulez mon avis, je pense que s'il y a une différence, elle est infime et que d'un côté, on a décidé pour les téléviseurs OLED de continuer à appeler ça de l'OLED et de l'autre côté, quand c'est plus petit, donc pour les smartphones, on appelait ça AMOLED parce que voilà, c'était une façon de séparer les choses. Alors qu'en fin de compte, le système de base est le même. Il existe différents types de motivation de l'OLED, soit avec une matrice passive, ça s'appelle PM OLED, ou bien Active Matrice AM OLED, AMOLED. Et le téléviseur OLED a une matrice active, mais ce n'est pas indiqué. Voilà, c'est mon analyse. Si je me plante, c'est possible, dans ce cas, il faudra me corriger. Ah, comme c'est beau, ce bleu. Question légitime, on parle beaucoup de l'Ultra HD sur les téléviseurs, on en parle également sur les vidéoprojecteurs. Votre question est vachement bien parce que je me la pose également. Quand aura-t-on des vidéoprojecteurs Ultra HD abordables? Quand j'entends abordable, c'est des trucs à 1000 € par exemple. Parce que c'est vrai qu'actuellement, c'est plutôt sa blinde. Donc là, il faut savoir un truc tout bête d'abord pour commencer, c'est qu'il y a deux types de vidéoprojecteurs Ultra HD. Il y a des modèles qui sont réellement Ultra HD, donc avec une vraie matrice Ultra HD. Il y a des modèles qui sont compatibles Ultra HD par émulation. C'est-à-dire que par exemple chez JVC ou Epson, vous avez des vidéoprojecteurs qui sont annoncés comme étant compatibles Ultra HD car ils utilisent une matrice Full HD avec émulation, c'est-à-dire qu'on double les trames de la matrice donc Full HD pour faire apparaître à l'écran une émulation, une simulation d'Ultra HD et ça marche très bien avec la rémanence rétinienne, ça peut être très impressionnant. Donc ces modèles-là, ces modèles avec émulation Ultra HD qui sont Full HD émulé Ultra HD, on en trouve aux environs de 3000 €. Par contre, les vrais modèles avec une matrice Ultra HD plein pot, ça c'est plus cher parce qu'en effet, les matrices qui sont donc Full HD ont à peu près 2 millions de pixels, les matrices Ultra HD en ont 8, donc le coût de la fabrication est beaucoup plus élevé et puis l'électronique qui est derrière pour l'asservissement. Pour le moment, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup, je vais être franc avec vous, il n'y a pas beaucoup de vidéoprojecteurs qui sont réellement Ultra HD qui sont abordables. Donc je ne peux rien vous dire d'autre qu'il faut attendre. Il faut attendre que ça se démocratise, c'est pas gagné, hein, parce que justement vu que c'est plutôt ces vidéoprojecteurs Ultra HD sont plutôt assimilés secteur pro, c'est-à-dire que Sony les vend en secteur pro, JVC les vend en secteur pro, ces modèles qui coûtent entre 5000, 6000, 7000, 8000, 10 000, 15 000 €, parce que en effet c'est leur définition qui fait qu'il faut adresser tous les pixels, c'est des produits qui sont onéreux parce que la matrice est onéreuse. Donc la question quand, eh bien j'aimerais bien vous dire que c'est demain matin. Mais je ne peux pas vous le dire. C'est que pour le moment, en effet, l'émulation fonctionne. Sachez que ces modèles dont je parlais, l'émulation, il y a un numéro de power d'ailleurs sur l'émulation chez Epson que je vous encourage à aller regarder si vous le souhaitez sur 01net TV, où j'explique l'émulation. Donc pour le moment, c'est pas gagné. Vous savez, c'est vrai que je me bats tout le temps en disant je veux que ça soit accessible, j'aimerais que plus en plus de gens aient accès à l'OLED TV, à toutes ces technos, mais c'est vrai que ça prend du temps. C'est un peu la préhistoire. On est encore en train de lancer des trucs, en train de découvrir des choses. Je pense qu'il faut vraiment attendre. Il faut de la patience. J'ai rien d'autre à vous dire. Patience. J'aimerais que ça soit déjà là et pouvoir me le payer aussi, mais patience. Question
techniques et même super techniques. Je me suis dit, j'allais pas faire de trucs super techniques sur cette chaîne, mais vous me demandez des trucs très techniques. Alors là, c'est venu en masse. On me demande ce que je pense des codecs de compression vidéo, que ce soit le H264 pardon, pour le Full HD ou bien le H265 HEVC donc pour l'Ultra HD. Que voulez-vous que j'en pense? C'est tout simple, ce sont des codecs qui ont été super bien conçus. Franchement, je trouve ça admirable techniquement d'avoir réussi à réaliser ce genre de codec. Par contre, il y a plusieurs façons de s'en servir. Vous savez très bien que ce sont des codecs de compression, donc on peut utiliser des débits différents. Et figurez-vous que dans les laboratoires de mastering, de pré-mastering, il y a des apprentis sorciers. Il y a des gens qui se disent, oui, alors le débit minimal, ça va être ça. Bah tiens, on va justement faire du débit minimal, alors que ce sont des codecs qui justement s'épanouissent avec quand même avec un bon débit. Donner des ordres d'idées, par exemple, justement le HEVC, c'est-à-dire le codec H265 de l'Ultra HD, on peut l'utiliser avec des débits qui peuvent aller, à ma connaissance, de 13 mégabits par seconde jusqu'à, le Blu-ray va jusqu'à 100 mégabits. En secteur pro, on peut aller encore beaucoup plus loin. Et vous pensez bien que les qualités de l'image dans son naturel sera différente à 12 ou 13 mégabits qu'à 100. Je veux dire, c'est évident. Donc le codec en lui-même est très bon. Il y a des débits minimaux et maximaux. Et il y a souvent des apprentis sorciers qui disent, ouais, de toute façon, moi j'ai vu des trucs dingues sur les Blu-ray avec des débits qui étaient faibles parce que le film faisait 4 heures, plus les bonus, plus machin, mais ça rentrera de force quand même, il y aura une image. Ah ça, l'image elle y est, Coco. Mais si tu avais pris peut-être le temps de faire un Blu-ray à part pour faire des bonus et mettre le film correctement sur les 50 Go uniquement sur un disque, plutôt que de balancer toute la merde avec, je pense que le film aurait été meilleur. Voilà, c'est tout. C'est l'utilisation des codecs qui pose un problème, pas le codec en lui-même. Même chose pour tout ce qui passe dans les tuyaux. On essaye de balancer de l'Ultra HD sur Internet, donc on réduit les débits. Si vous voulez, c'est une image qui est sympa, mais quand vous regardez l'image de près, vous voyez tout simplement les blocs MPEG, vous voyez des trucs qu'on ne verrait pas sur un Blu-ray. Parce que justement, le Blu-ray, quand il est libéré et qu'il a un bon débit de 25, 30, 40, 50 mégas par seconde, voire 100 mégas par seconde en Ultra HD, quand vous vous approchez de l'image, elle est nickel. Donc tout est là, je veux dire, c'est l'utilisation qu'on fait des codecs. À la base, ils sont très bons, voilà. Mais ne jouons pas aux apprentis sorciers, j'en connais chez les éditeurs. Voilà, c'est déjà fini, oui je sais, je suis... Elles sont trop courtes, mes réponses foires aux questions. Mais en même temps, est-ce que vous vous rendez compte du temps que ça prend d'aller tourner ça dans 7 ou 8 pays différents? Donc voilà, il y aura une édition 3, parce que je n'ai pas tout dit, j'ai encore plein de questions. Il y aura une édition 4 en même temps, on s'arrêtera là, parce qu'après je vais être crevé. Voilà, donc merci à nouveau d'être sur cette chaîne, de venir faire la tchatch avec moi dans les commentaires et tout. Je m'arrange toujours pour essayer de répondre au maximum de personnes, ça me prend un temps fou, c'est de la dictée vocale. Donc quelquefois il y a des grosses erreurs de français, c'est pire que ce que je fais normalement. Mais c'est pas grave, le truc c'est que je vous réponds. Voilà, à bientôt. N'oubliez pas que sur cette chaîne, vous pouvez faire des tas de trucs super cool, voir des petites vidéos de voyage, voir des vidéos où je fais des billets d'humeur, où je gueule sur tout le monde, foire aux questions et autres. Voilà, écoutez, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Surtout à très vite sur PP World, la chaîne qui a honte de rien.